Dire je suis blanc, c'est être le pire des extrémistes. Ce n'est pas le conservatisme, ni même le républicanisme tel que nous les connaissons. Ces dernières années, un nouveau type d'extrême droite a vu le jour. Ses partisans la nomment eux-mêmes l'alt-right. Définissez-moi ce qu'est l'alt-right. Allez-y, expliquez-moi. Allez. Le mouvement est apparu aux États-Unis et se répand à présent dans le monde entier. J'ai une solution pour le problème de Calais. Il faut renvoyer tous les immigrés qui sont ici et empêcher les nouveaux d'arriver. Je ficherai tous ces traîtres dans le tunnel sous la Manche et je ferai sauter le tunnel. La plupart de ceux qui se réclament de l'ultra-droite sont persuadés que les Blancs sont menacés d'extinction. Je me demande si ces réfugiés, si vulnérables soient-ils, ne devraient pas plutôt être considérés comme l'ennemi. On ne devrait donc pas les secourir en mer, mais les noyer. Faire couler leur bateau, lancer une torpille et les éclater. Né de quelques voix solitaires, le nombre de partisans du mouvement ne cesse d'augmenter. Ils se réunissent en secret afin d'élaborer une stratégie pour la guerre raciale qu'ils pensent inévitable. Devant la désintégration imminente de l'ordre actuel, serons-nous en mesure de créer des structures alternatives ? Le groupe de sensibilisation britannique Hope Not Hate a décidé d'infiltrer cette nébuleuse afin d'en savoir plus sur les convictions et les intentions de ses dirigeants. Pouvez-vous me mettre en relation avec ceux que vous connaissez ? Ce film raconte l'histoire d'un jeune homme qui a passé 1 an infiltré dans le milieu effrayant des nazis, des nationalistes et des suprémacistes. On doit devenir plus grand public. Ou plutôt, rallier le grand public à notre cause. La plupart d'entre nous se réjouit à l'idée d'assister à la destruction de notre monde actuel. Patrick Hermanson est tombé dans la marmite du militantisme politique dès son plus jeune âge. Adolescent indigné par la discrimination et par l'oppression, il travaille pour une organisation antifasciste suédoise. En 2016, il part étudier à Londres, mais tient à poursuivre son engagement politique. Une collègue en Suède m'a appelé pour me parler d'un de ses amis. Un Suédois venu étudier à Londres et intéressé par Hope Not Hate. Elle m'a demandé de le rencontrer. Joe Mulhall est chercheur en chef de Hope Not Hate. Son travail consiste à établir une cartographie des mouvements fascistes et racistes. Ces découvertes sont ensuite publiées en ligne dans le but de lutter contre la discrimination et la violence raciale. Joe me parle d'un projet autour du Forum de Londres. C'est une organisation d'extrême droite basée dans cette ville. Il m'explique pourquoi cette structure l'inquiète particulièrement. À ce moment-là, on ne sait pas grand-chose sur le London Forum. Mais le peu d'informations dont dispose Hope Not Hate suffit à les alarmer. Certains des plus grands mouvements d'extrême droite de Grande-Bretagne, comme le Front National britannique, semblent utiliser le forum pour se créer un réseau international. Grâce à Internet, le mouvement s'étend de plus en plus et s'organise par-delà les frontières. Ses membres parcourent le monde et se rencontrent lors de conférences. Les financements proviennent du monde entier. Le danger avec l'extrême droite actuelle, c'est qu'il s'agit d'un mouvement international. Et le Forum de Londres facilite le partage d'informations et de connaissances. Le seul dirigeant dont l'identité est alors connue est Jeremy, dit Jez Turner. Jez Turner est le visage connu, la tête d'affiche du mouvement. Les groupes antiracistes et antifascistes le connaissent depuis longtemps. Fort en gueule, il aime haranguer la foule à la manière d'un tribun. On vous traite d'antisémites,
Parce que vous osez être d'accord avec ceux qui disent que les Juifs possèdent et contrôlent tout ce qui vaut la peine d'être possédé et contrôlé. Mais Turner joue-t-il un rôle moteur dans le Forum de Londres? Qui sont ses véritables dirigeants? Pour mener à bien le projet de Patrick, il faut d'abord établir un organigramme du forum. Qui sont les dirigeants? Qui fait venir toutes ces personnes au Royaume-Uni? L'un de ses membres dispose forcément d'un carnet d'adresses regroupant les coordonnées des principaux fascistes du monde. Qui est cette personne? Patrick veut plonger au cœur du forum. Mais pour y parvenir, il doit d'abord se créer une fausse identité. Il devient Eric Hellberg, un étudiant à l'University College de Londres, avec un profil ad hoc sur les réseaux sociaux. En octobre 2016, il est prêt pour un premier contact. J'ai envoyé un email à l'adresse générale du forum en disant que leurs idées m'attiraient. En découvrant que j'étais suédois, ils m'ont répondu de contacter Sted, parce qu'il s'était mis au suédois. Sted Stedman est un personnage étrange. C'est un homme d'âge mûr, ce qui fait qu'on ne trouve presque rien sur lui dans ou sur les réseaux sociaux, comme c'est le cas habituellement. En novembre 2016, Patrick demande à Stedman s'ils peuvent se rencontrer. Stedman l'invite dans son café préféré, The Nordic Bakery, la pâtisserie nordique, à Soho. Mulhall équipe Patrick d'une caméra cachée. Avec une caméra cachée, tout devient très concret. Si elle est découverte, vous aurez du mal à justifier sa présence. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bien, et vous? Tout va bien. C'est une belle journée. Il s'est tout de suite mis à parler suédois. Il le maîtrise assez bien. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Un café, ça me suffit. Stedman s'était rendu à Stockholm pour une conférence. Il me dit avoir été impressionné par l'extrême droite suédoise, parce que ses partisans étaient cultivés, ils avaient une bonne situation professionnelle et avaient l'air normaux. Je crois que la Suède est devenue forte. Il est fasciné par tout ce qui est suédois. Il adore la Scandinavie, qu'il considère comme le lieu de ses origines. Si Stedman est tellement attiré par la Suède, c'est parce qu'il est convaincu que la Scandinavie est le berceau de la race aryenne. C'est pour cette raison qu'il veut apprendre le suédois et qu'il demande à Patrick de lui donner des leçons. Merci beaucoup, au revoir. Patrick envoie un SMS à Joe pour l'informer de la fin de l'entrevue. Je me manifeste avant et après tout rendez-vous. C'est une mesure élémentaire de sécurité. Rien ne semblait entamer le calme de Patrick, et il voulait aller plus loin. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à réfléchir au but que nous pourrions atteindre. Comment faire pour que Patrick gravisse les échelons dans l'organisation et qu'il obtienne le plus d'informations possibles et exploitables. Le travail de Patrick consistera désormais à établir un organigramme du forum. Il doit découvrir qui rencontre qui, prendre les protagonistes en photo et en savoir plus sur leur projet. Les leçons de suédois ont lieu dans la pâtisserie de Soho. On se rencontrait là-bas pratiquement tous les jeudis après-midi. Nos rencontres n'avaient rien d'artificiel et j'ai pu lui poser toutes sortes de questions, sous prétexte qu'il fallait bien trouver des sujets de conversation. S'il n'y avait pas eu autant de juifs en Allemagne, le national-socialisme n'aurait peut-être pas posé de problème.
Patrick devient rapidement très proche de Stead. Et nous acquérons la conviction que Stead Steadman est une personne très intéressante pour nous. Nous avons alors élaboré la stratégie de la thèse. Afin de permettre à Patrick de soumettre ses interlocuteurs à des questions précises sans éveiller leurs soupçons, Patrick et Joe mettent au point une couverture. L'étudiant fait des recherches sur l'extrême droite pour sa thèse universitaire. Il se trouve que Steadman était bien l'organisateur du forum. C'est lui qui avait tous les contacts. Il était le personnage le plus important. Le danger, c'est d'aller trop loin et trop vite. Et c'est ce qui risque de se passer quand on pose trop de questions. La thèse de Patrick était donc un bon moyen pour lui permettre de le faire. J'ai prétendu que je préparais un master en sciences politiques. Le sujet de ma thèse était la répression politique de la pensée de droite non orthodoxe, c'est-à-dire l'oppression des idées de droite. Je veux montrer que le schéma est récurrent. Ah oui. Se servant de sa thèse comme d'un sésame, Patrick demande à Stead s'il peut l'aider à rencontrer d'autres membres du noyau dur de l'ultra-droite. Pouvez-vous me mettre en relation avec ceux que vous connaissez? Je connais la plupart d'entre eux. Ah oui? Mais c'est très bien ça. Peu de temps après, il commence à m'emmener à diverses réunions. Je vous présente Neil et voici Eric. Bonjour Eric, enchanté. Il me présente à ses amis de l'organisation, mais aussi à des groupes politiques apparentés. Mesdames et messieurs, bienvenue à une nouvelle réunion du club extrémiste. Ici, vous entendrez des choses choquantes. Peut-être même quelques vérités dérangeantes. En tout cas, nous sommes bien réunis ici ce soir pour défendre la liberté d'expression. Steadman emmène Patrick à une cérémonie en l'honneur du dieu nordique Odin. Les nazis allemands des années 30 étaient fascinés par la mythologie nordique et, à l'instar de Steadman, étaient persuadés que la race aryenne était originaire de Scandinavie. Ils implorent Odin de leur donner les forces nécessaires pour la guerre raciale à venir. Puissent tes sacrifices et ceux de tes semblables inspirer nos contemporains qui sont confrontés à une menace existentielle sans précédent. Bonjour, ravi de vous voir. Steadman finit par introduire Patrick dans le cercle politique intime du forum. Quand j'ai fait mon discours, je me trouvais en face de Downing Street, devant la presse internationale. Jess Turner explique à Patrick quel était son vrai but quand il a prononcé son discours controversé sur un trottoir de Whitehall en 2015. J'avais le choix entre prononcer un discours modéré ou pousser un peu plus loin la provocation. Dans la vie, tout est question de timing. C'était la bonne occasion, et je l'ai saisi à pleine main. Le communisme, le goulag, Katyn et 100 000 autres massacres. Les Juifs n'en sont pas les victimes, non. Ils en sont les auteurs. Turner explique alors à Patrick que ce n'est pas à la maigre foule rassemblée à Whitehall qu'il s'adressait réellement. Vous parlez à un petit groupe qui se trouve là, et des opposants hurlent. Mais en réalité, vous vous adressez au public de YouTube, c'est-à-dire à des milliers de personnes. Vous vous efforcez de rester dans les limites de la loi, tout en encourageant l'ennemi à vous poursuivre en justice. Il faut essayer de ne pas aller trop loin. Le scénario idéal, c'est de les pousser à vous intenter un procès et qu'ils échouent. Là, vous êtes gagnant. Ensuite, le journaliste lambda peut aborder le sujet. Tout le monde peut en discuter parce qu'il n'y aura pas de poursuite. Soldats, écoutez-moi.
Il est temps de libérer notre propre pays. Turner est parvenu à son but. Il a été accusé d'incitation à la haine raciale. Reste maintenant à voir s'il parviendra à invoquer la liberté d'expression et ainsi rendre l'antisémitisme plus présentable. Au printemps 2017, Patrick avait gagné l'entière confiance de Turner et Stedman. Il commence à l'impliquer dans le fonctionnement quotidien du forum, où la sécurité est toujours primordiale. L'homme au fond de la pièce s'appelle Martin. C'est un espion de Hope Not Hate. Quoi? Comment? Qui ça? Martin, là. Il est assis au fond de la pièce. Ne lui dis rien d'important te concernant. D'accord. Plus je m'infiltre dans l'organisation, plus je deviens parano. Cette nouvelle tâche est bien la preuve qu'ils me font confiance, mais ça me rend encore plus parano. Je me dis qu'ils vont me pincer. Tout va trop vite. Ce n'est pas parce que Stead m'a ouvert les portes que les autres vont aussi me faire confiance. Puis, au bout de quelques mois, Stead me demande si je voudrais bien me charger de vérifier les antécédents des personnes désireuses de se rendre au forum. Enchanté. Bonjour, enchanté. Vous travaillez comme analyste de données. Et je me retrouve, moi, l'infiltré sur lequel ils ont oublié de se renseigner, à vérifier les antécédents des nouveaux membres. Je dois les interroger sur leurs opinions politiques et leur militantisme. Je leur demande « Pourquoi nous rejoignez-vous maintenant et pas il y a 5 ans ?» La réponse est sans détour. Parce que Trump a été élu et que nos idées sont mieux acceptées. L'élection de Trump leur indique que le vent a tourné dans leur direction. Et les décisions qu'il a prises récemment, comme le décret anti-musulman, ne font que renforcer cette impression. Son élection a été un événement catalyseur pour le mouvement, y compris en Europe et au Royaume-Uni. Rien que sa façon de parler suffit à leur prouver qu'il est de leur côté. Trump a été décrit comme un sauveur. Après, on lui attribue des prises de position qu'il n'a pas exprimées lui-même, mais qu'il peut avoir sous-entendues. Un fait marquant, c'est quand Trump a posté une image de lui-même en Pépé la grenouille, ce qui constitue un clin d'œil appuyé à l'ultra-droite. Pépé la grenouille était au départ le personnage d'une bande dessinée américaine sur des adolescents portés sur la fumette. Mais l'ultra-droite se l'est appropriée pour diffuser plaisanteries douteuses et slogans racistes. Pépé la grenouille et la culture Internet des mèmes qu'ils ont créés baignent dans l'ironie. Sous couvert d'ironie, ils se préservent d'éventuelles critiques. Ils peuvent donc exprimer les positions les plus extrêmes, et si on leur en fait le reproche, ils s'en tirent par cette pirouette. Ils placent cette grenouille à Auschwitz et lui font faire des choses affreusement antisémites en disant que c'est une plaisanterie. C'est une façon de normaliser des images violemment antisémites. Les gens sont moins choqués et ça devient presque normal. L'image que Trump a postée sur son compte Twitter représente Pépé la grenouille devant le drapeau américain. Elle a les cheveux jaunes et la cravate rouge. Elle a immédiatement été relayée et a fait le buzz. L'ultra-droite affirme souvent que Trump est entré à la Maison-Blanche grâce à leur mème.
Les médias ont repris cette analyse. La droite alternative aurait fait élire Trump. Alors que c'est une exagération totale. Les chiffres ne vont pas dans ce sens. Mais ce sentiment est important pour leur mobilisation. Je crois que c'est lui là. Les phénomènes Internet tels que Pépé la grenouille sont de puissantes armes de communication pour l'extrême droite. En juin 2017, le Forum de Londres s'apprête à tenir sa grande conférence. Ested a pris soin de convier des intervenants qui maîtrisent l'art d'obtenir un grand nombre de followers sur Internet. Voici Eric, c'est un ami à moi. Enchanté. Colin Robertson est l'un des principaux conférenciers. Sous le pseudonyme de Millennial Vows, il prône des opinions d'extrême droite, telles que la fin de l'égalité homme-femme dans la société. Millennial Vows est très connu sur YouTube. Il met en ligne de longues vidéos dans lesquelles il exprime sa vision de la société. Les femmes ne devraient pas avoir le droit de vote. Si vous le leur donnez, elles ficheront en l'air vos défenses psychologiques, vos systèmes juridiques, vos protocoles, votre culture. De nombreuses jeunes femmes vont tôt ou tard se rendre compte que ce qu'on leur dit au lycée et à l'université, c'est de la foutaise. Et si un jour elle sortait avec un noir, ce serait vraiment trop nul. L'antiféminisme est un élément essentiel à la compréhension de l'extrême droite internationale actuelle. Ces hommes disent « nous devons protéger nos femmes ». Ils prétendent défendre les femmes, mais ils parlent d'elles comme si elles étaient leur chose. Le postulat anti-femme est tout aussi important que le postulat anti-noir, anti-musulman et antisémite. Ce mouvement est avant tout masculin, et plus inquiétant encore, c'est un mouvement très jeune. Et l'antiféminisme est un élément rassembleur supplémentaire. D'où vient votre public YouTube? Je crois que 60 à 70% d'entre eux sont américains. Tant que ça? Et environ 20% de britanniques. Vous pouvez réduire quelqu'un comme Colin Robertson à un type qui fait des vidéos depuis sa chambre à coucher. Mais des dizaines de milliers de personnes regardent ses vidéos. Son atout, c'est qu'il touche un public plus jeune sur Internet. C'est pourquoi le Forum de Londres s'intéresse à lui. Et ses paroles sont incroyablement extrêmes. Je ne vais citer personne ni entrer dans les détails. Mais nous devons prendre les noms de ces personnes pour qu'elles soient châtiées quand l'effondrement aura eu lieu. Certaines d'entre elles méritent le peloton d'exécution. L'aspect le plus intéressant dans votre travail, c'est que vous tenez compte des ambiguïtés de tout être humain. Je l'espère. L'avantage à ne pas apparaître comme une bande d'asociaux en colère, c'est qu'on finira par tisser des liens avec des personnes qui ne sont a priori pas d'accord avec nous. Tout à fait. Et je trouve qu'il est important d'agir avec correction et courtoisie. Il faut recourir à des vertus traditionnelles. En traitant les gens de la sorte, nous finirons par gagner. Le métro approche du centre de Londres et le sujet de la conversation passe à la sécurité. De nombreux participants de la conférence veulent rester anonymes. Tout le monde a en mémoire le doxing, dont a fait l'objet Colin Robertson en 2015, quand un journal local écossais avait divulgué son identité et son adresse. Cette mésaventure a-t-elle changé vos opinions politiques? Ou du moins, la façon que vous avez de les exprimer? Vous êtes plus prudent? Oui, je crois bien. Je fais beaucoup plus attention à ce que je dis, parce que les journaux ont déformé mes propos et je ne veux pas que cela soit possible. Je ne veux pas leur donner du grain à moudre. Et aussi, j'évite désormais de dire des choses trop extrêmes, parce que la police sait qui je suis maintenant.
Ravi de vous avoir rencontré. À demain. À demain. Pour éviter tout nouveau doxing, le lieu où se tiendra la conférence est gardé secret jusqu'à la dernière minute. Les participants se retrouvent dans une station de métro et sont dirigés par étapes dans un autre quartier de la ville. Comme d'habitude, on ne sait pas où cela se déroule. On sait juste que c'est dans le centre de Londres et on reçoit ensuite des instructions par SMS. On m'a dit à l'avance qui viendrait. Et l'un des intervenants est Greg Johnson. Greg Johnson est l'un des chefs de file de l'extrême droite américaine et l'un de ses plus éminents idéologues. Sur son site internet, il s'attache à donner une légitimité intellectuelle au nationalisme blanc. En quoi la diversité pose-t-elle problème? À chaque fois qu'on dit plus de diversité, c'est toujours un euphémisme pour dire moins de blancs. Pourquoi diable les blancs devraient-ils accepter que c'est une bonne idée? C'est un homme très secret qui n'a jamais été photographié. On ne sait pas à quoi il ressemble ni où il habite, alors si j'arrivais à le filmer, ce serait une grande victoire pour nous. Bonjour Eric, content de vous voir. Vous vous connaissez, Monica? Eric. Enchanté. Enchanté. Quand j'arrive sur place, tout le monde est sur le trottoir, y compris Greg Johnson. L'un des problèmes majeurs que nous rencontrons dans notre combat, c'est que le militantisme d'extrême droite actuel n'a que très peu d'incidence sur la vie sociale de ses partisans. Avant, vous deviez prendre une carte du parti, assister à des réunions, distribuer des tracts dans la rue. Donc tout votre entourage était au courant. Aujourd'hui, vous pouvez répandre votre venin antisémite dans le monde entier depuis votre chambre sans que cela n'ait de répercussions sur votre vie. C'est pour ça que le doxing, bien que controversé, introduit une notion de répercussion sociale. Mon voisin de table est Tomislav Sunic. C'est un auteur croate très connu. Il a longtemps vécu aux États-Unis et a soutenu des partis nazis. Il a également été membre du corps diplomatique croate à Londres. Les universités sont dirigées par des quasi-gauchistes, des transgenres, des lesbiennes, des pseudo-marxistes, des mondialistes. Nous vivons dans une société épouvantable, sans aucune liberté. Dans quelle université avez-vous travaillé? À l'Université de Californie, le pire endroit sur Terre. Si vous n'avez pas les moyens de vivre dans un ghetto riche pour blancs, c'est l'enfer. Au fur et à mesure que la soirée avance, Patrick se rend compte que les invités viennent d'horizons très divers. Des ouvriers côtoient des universitaires, des conservateurs de la vieille école se retrouvent aux côtés de néo-nazis. Ce genre de soirée me permet de passer beaucoup de temps avec ces personnes. C'est un grand honneur pour moi d'être dans cette salle, aux côtés de plusieurs acteurs clés du grand jeu que les vents de l'histoire ont provoqué. Merci de nous en parler un peu plus, Greg. Merci beaucoup. Qu'arrive-t-il aux différentes nations et races dans un monde au nihilisme débridé? Sans frontières, plus rien n'empêche les gens de se mélanger et de se répandre sur la planète, jusqu'au jour où toutes les différences auront disparu. Qu'advient-il alors des différences raciales? Si la vie pour vous ne consiste qu'à consommer et à profiter, alors vous serez favorisé si vous ne manifestez aucun scrupule à vous accoupler avec n'importe qui. D'ailleurs, en ne vous fixant aucune limite dans ce domaine,
vous augmentez vos possibilités en tant que consommateur de plaisir. Et puis, s'il devait en résulter une progéniture, on obtiendrait une humanité uniformément brune, telle que l'ONU la rêve. Après le dîner, Greg Johnson accepte la demande d'interview de Patrick pour le lendemain matin. Stead, c'est ma ligne là. À demain. Le lendemain matin, Stead, Johnson et moi, on se retrouve dans le hall du même hôtel. Bonjour, comment ça va? Très bien. Vous êtes venus séparément? Bonjour. Comment vous définiriez-vous politiquement parlant? Je me définirais comme un nationaliste blanc, car mon objectif politique est une patrie homogène sur les plans ethniques et racial, pour tout peuple européen qui aspire à cela. Quelle serait votre solution par rapport à la question juive? Comment régler ce problème? Il faudrait les expulser une bonne fois pour toutes. Vers Israël? Oui, qu'on les renvoie dans leur état ethnique. Vous soutenez donc l'État d'Israël à cette fin précise? Oui, je souhaite des états ethniques pour tous les peuples, y compris pour les juifs. Et il faut arrêter de leur permettre d'avoir le beurre et l'argent du beurre, et leur dire « Partez en Israël ou nous vous exclurons de notre société ». Johnson a des contacts très étroits avec Stead Stedman. C'est ainsi qu'il a repris son concept du Forum de Londres pour en créer un à New York et un autre à Seattle. Il jouit donc d'une grande influence. Je peux vous poser une question sur le Forum du Nord-Ouest? Oui, bien sûr. Je vais aller aux États-Unis cet été. Ah bon? Où ça? Sur la côte Est. Mais je vais peut-être pousser jusque sur la côte Ouest. Je ne sais pas encore. Est-ce que je pourrais venir? Mais oui. Le forum se tient sur une journée, comme ici? Oui, c'est ça. L'ultra-droite est née aux États-Unis. Et c'est là qu'elle est la plus virulente. Si on veut enquêter sur le cœur de ce mouvement, il faut donc se rendre sur place. Je suis invité au rassemblement comme simple participant. Mais au moment de prendre mon avion à Londres, je reçois un message de Greg Johnson qui me propose de faire le discours d'ouverture de la conférence. Bien évidemment, j'accepte, mais en même temps, je suis mort de peur. La donne n'est plus la même aux États-Unis. Là-bas, les gens ont des armes. Mais Patrick doit faire face à un autre problème aux États-Unis. Il est interdit de filmer dans l'État de Washington. On n'a pas le droit de filmer avec une caméra cachée. Patrick et Hope Not Hate prennent la décision de participer malgré tout à la conférence, mais sans caméra. La veille, je suis invité à un barbecue en petit comité. Une quinzaine de personnes sont présentes, dont beaucoup avec un passé militaire. Ce groupe-là est armé. Ils s'entraînent activement pour un conflit armé qu'ils pensent inéluctable. Il s'agit du cercle proche de Greg Johnson, et il parle de la guerre raciale à venir ou du sort qu'il réserve aux antifascistes. Ils veulent les pendre à la lanterne. S'ils découvrent ma véritable identité, ça peut très mal se finir.
Je n'emmène vraiment pas large. Nous ne forçons jamais nos membres à faire quoi que ce soit. Ils peuvent toujours s'arrêter en cours de route. Mais ça n'a jamais été le cas de Patrick. Après cet épisode, on a discuté pour s'assurer qu'il voulait continuer. Et il nous a confirmé qu'il voulait se rendre à la conférence. Au Forum Nord-Ouest, les caméras sont strictement interdites. De nombreux participants sont membres de True Cascadia, un groupe nationaliste blanc très violent. D'autres sont des militaires de l'armée américaine et veillent à ce que leur identité ne soit pas révélée. On hésite même à laisser Patrick filmer son propre discours, mais finalement, on lui permet de s'enregistrer avec son téléphone. Je suis venu ici aujourd'hui parce que Greg m'a demandé de parler de mes recherches. Je prépare une thèse sur la répression de la pensée de droite, antimondialiste, traditionnaliste. Le sujet de mon discours est tout trouvé, puisque je suis le type qui écrit sur l'oppression de la droite. Nous connaissons tous des personnes qui ont recours à des pseudonymes. Et pourquoi font-elles cela ? De toute évidence, c'est par peur des agents doubles ou des antifascistes qui pourraient nous attaquer. Je veux montrer que notre société a été créée par des gens et des organisations qui n'aiment pas nos idées. C'est la chose la plus terrifiante que j'ai eu à faire de toute ma vie. C'était vraiment très désagréable. Patrick quitte la clandestinité de l'organisation de Greg Johnson pour se rendre sur la côte Est, là où est née l'ultra-droite. À Washington, D.C. se trouve la société Alt-Right, dirigée par Richard Spencer. C'est lui qui a inventé le terme. Contrairement à Stedman et Johnson, Spencer aime être dans la lumière. Je ne peux vous dire à quel point je suis encouragé par votre venue à tous. Un sursaut a eu lieu, et nous l'avons tous ressenti. Richard Spencer est probablement la personnalité alt-right la plus connue. Dans les faits, il en est le dirigeant. Il est devenu une célébrité nationale aux États-Unis pendant la campagne de Trump. Hail Trump! Hail à notre peuple et à notre victoire! Il s'est exprimé sur les campus universitaires et ses vidéos ont connu un gros succès. Il plaît beaucoup aux jeunes. Une nouvelle star montante de l'alt-right est à présent aux côtés de Richard Spencer. J'invite Jason Giorgiani à venir sur scène. Giorgiani est le nouveau stratège du mouvement. Sois le bienvenu, Jason. À la lumière du résultat des dernières élections, dans lesquelles la force de l'alt-right a joué un rôle décisif, il me tient à cœur d'être ici avec vous en tant que rédacteur en chef du média le plus important de l'alt-right. Grâce à l'entre-gens de Stedman, Patrick va rencontrer Giorgiani et pourra l'interroger sur la montée rapide de l'alt-right. Il se retrouve dans un bar de New York. Notre mouvement attire beaucoup de monde. Nous représentons la contre-culture. Paradoxalement, les opprimés et l'anti-establishment, c'est nous. Giorgiani parle à Patrick du lobbying que lui et la société alt-right auraient fait auprès des pouvoirs publics. J'ai eu des contacts avec des membres du gouvernement Trump. La société alt-right n'est pas une idée farfelue qui m'est venue comme ça, tout seul, dans mon coin. Elle devait conseiller le gouvernement Trump. Et la personne qui faisait le lien, c'était Steve Bannon. Giorgiani prétend que le contact avec la Maison-Blanche a été interrompu après la disgrâce de Bannon.
Giorgiani estime que le gouvernement devrait l'écouter et s'allier au Japon, à l'Inde et à l'Europe pour créer une nouvelle superpuissance. La Chine et tout le monde musulman en seraient tenus à l'écart. Dans 25 ans, il y aura autant de musulmans que d'hindous en Inde. Nous devons les arrêter. Et j'ai bien peur que ce ne soit pas joli. Il faudra larguer une bombe atomique sur le Pakistan. Et ça fera beaucoup de morts du côté musulman. Les musulmans indiens se rangeront du côté du Pakistan et seront donc considérés dans leur pays comme des ennemis intérieurs. Et une purge s'en suivra. Ce sera terrible, mais nous prendrons le contrôle de la région au prix de quelques centaines de millions de vies. Les positions de Giorgiani ne sont pas pires que celles de tout partisan du mouvement. Mais il a clairement envisagé l'étape suivante. Il a établi un plan et a une vision précise de sa société idéale. Il sait ce qu'il veut et que le prix à payer pour y parvenir sera très élevé. Voilà comment je vois les choses. En 2050, nous aurons une Europe où les billets de banque seront à l'effigie d'Adolf Hitler, de Napoléon Bonaparte et d'Alexandre le Grand. Hitler sera considéré comme l'égal de Napoléon ou d'Alexandre, et non comme un monstre dérangé, unique en son genre. Il sera considéré comme un grand dirigeant européen. Napoléon aussi avait ses problèmes et a fait des erreurs. Giorgiani et son allié Spencer tentent d'unir l'extrême droite du monde entier. Dans un premier temps, Spencer s'efforce de rassembler l'extrême droite américaine sous la bannière Unite the Right, unir la droite. Le 12 août, un rassemblement de Unite the Right aura lieu à Charlottesville, en Virginie. C'est le 12 août, alors venez tous à Charlottesville, ça va être sympa. Toutes nos recherches indiquaient clairement que Charlottesville allait être un moment décisif. L'alt-right est un mouvement qui existe essentiellement sur Internet, et ses militants allaient se retrouver dans la vraie vie à Charlottesville. Les élus locaux de cette bourgade de Virginie avaient décidé de déboulonner la statue d'une figure controversée de la guerre de sécession, le général Lee. Pour l'alt-right, Lee représente un symbole fort de l'histoire de la ségrégation raciale du sud des États-Unis, et un souvenir qu'ils souhaitent préserver. Les gens sont venus en avion de tout le pays. La manifestation doit commencer à midi. Je suis sur place vers 9h et il y a déjà beaucoup de monde. Les partisans de Unite the Right ont presque rempli l'espace autour de la statue. Les policiers sont partout, sur les toits, dans les airs. Aux alentours du parc, on peut voir de petits groupes qui ressemblent à des milices. Ils portent la panoplie du parfait militaire et des armes automatiques. Et même à l'intérieur du cortège, les gens sont en tenue de combat, prêts à en découdre. Des contre-manifestants commencent à encercler les militants d'extrême droite. L'atmosphère est de plus en plus tendue. Avant midi, c'est-à-dire avant le début officiel de la manifestation, la police annonce au mégaphone que l'autorisation de manifester a été annulée. On nous a demandé de nous disperser. Ils ont retiré l'autorisation. Quelques-uns s'en vont, d'autres décident d'enfiler plutôt des masques à gaz. La police nous a dit de partir. Rien à foutre. Ouais, on s'en fout. Dites à tout le monde qu'on s'en fout. Ne partez pas. On a le droit d'être ici. Restez ici. C'est à ce moment-là que tout s'emballe. Les esprits s'échauffent. On sent bien que la situation peut basculer à tout moment.
Les militants d'extrême droite sont de plus en plus agressifs. Et quelques contre-manifestants réagissent en les aspergeant de gaz anti-agression. Les policiers interviennent pour forcer les partisans de Unite the Right à obéir à l'ordre d'annulation. C'est l'escalade. Faites votre boulot, homme blanc! Vous n'êtes pas là que pour défendre la liberté d'expression de certains. Vous devez défendre la liberté d'expression de votre propre race! Sale connard! Je suis au milieu de ces gens et ils sont très en colère. Je n'ai jamais entendu des paroles aussi abominables que dans ce cortège. Du genre « je veux me baigner dans le sang des... » et là suivent différents groupes minoritaires. Patrick et Unite the Right sont escortés loin de la statue. Ils sont chahutés par des contre-manifestants tout au long du parcours. Je suis le mouvement et j'observe. Et c'est à ce moment-là que la voiture fonce dans la foule. Et puis, comme une vague humaine, la foule se précipite dans ma direction. C'est la panique. Tout à coup, je vois qu'il y a des personnes à terre. Et voilà, c'est Fields qui a foncé avec sa voiture dans la tête de la manifestation. Il faisait partie de notre cortège. J'ai des images de lui près de la statue avec Spencer et moi et toute la bande. L'homme au volant de la voiture s'appelle Alex Fields et il a 19 ans. Il blesse 35 personnes et tue une jeune femme de 32 ans, Heather Heyer. Elle était assistante juridique à Charlottesville et travaillait régulièrement comme bénévole auprès des défavorisés. Avant la manifestation, elle a posté un dernier message sur Facebook, dans lequel elle écrivait « Si vous n'êtes pas indigné, c'est que vous êtes indifférent à ce qui est en train de se passer. » Je suis sous le choc que cela se soit produit à cet endroit et à ce moment précis. On n'est jamais prêt à affronter une telle épreuve. Mais je ne peux pas dire que je sois surpris. De telles choses sont inévitables quand on déshumanise constamment d'autres êtres humains. C'est la conséquence logique de ce mouvement. Beaucoup des partisans n'envisagent pas de recourir eux-mêmes à la violence, mais elle est inhérente au mouvement, parce qu'on les encourage à considérer les autres de cette manière. Les réactions des membres de l'alt-right sur le meurtre de Charlottesville sont allées de la jubilation pour les plus extrêmes à la justification pour les plus modérés. Les événements de Charlottesville représentent plus une chance pour nous qu'une crise. Il faut examiner les moyens à prendre pour faire tourner les choses en notre faveur et passer à l'offensive. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce type dispose d'un bon avocat. Fields est accusé de meurtre avec préméditation et risque la prison à vie. À la suite de ces événements, la Maison-Blanche a émis des doutes quant au véritable responsable. Donald Trump a longtemps refusé de condamner le meurtre de Charlottesville. Il a d'abord minimisé le terrorisme d'extrême droite en laissant entendre que les deux camps se partageaient la faute. Define alt-right to me. You define it. Go ahead. Well, I'm saying, no, define it for me. Come on, let's go. Define Senator it. McCain defined them as the same group. Okay, what about the alt-left that came charging at him? Excuse me. What about the alt-left that came charging at the, as you say, the alt-right? Do they have any semblance of guilt? This is Senator McCain's statement. Let me ask you this. What about the fact that they came charging with clubs in their hands, swinging clubs? Do they have any problem? I think they do. So, you know, as far as I'm concerned,
That was a horrible, horrible day. Wait a minute, I'm not finished. I'm not finished, fake news. De retour à Londres, Patrick et Hope Not Hate rassemblent leurs recherches sur le Forum de Londres et l'alt-right. En septembre 2017, la publication en ligne de leur rapport fait grand bruit dans les médias du monde entier. Une fois l'effervescence médiatique retombée, Patrick Hermanson reprend ses études et continue de traquer l'extrémisme de droite. Patrick a passé 1 an au cœur de l'ultra-droite et a fait d'importantes découvertes, non sans répercussions sur sa vie privée. Son lieu de résidence est désormais tenu secret. Mais pour Patrick et Joe Mulhall, le combat continue. La lutte contre l'ultra-droite et plus généralement contre le fascisme est une lutte sans fin. Le fascisme n'a pas disparu en 1945. S'il n'est pas mort dans les chambres à gaz, ce n'est pas un article du New York Times qui le stoppera. Mais nous leur avons porté un bon coup. Il faut continuer à les acculer et les empêcher d'atteindre le grand public. C'est en poursuivant le combat que nous empêcherons une résurgence du fascisme comme on l'a connu par le passé.